Nous avons fait la même chose que vous, mais vous ne nous citez pas. Donc, il a ignoré cette affaire, tout comme Luc Montagnier, quand nous avons fait la transmission du fantôme de l'ADN à l'eau, comme lui, mais sur un grand fragment d'ADN, il n'a pas non plus réagi à ma lettre. Tout le monde veut être le premier. Donc, le fait que l'ADN soit un laser a constitué la base de nos idées et de nos technologies. Donc, une tâche s'est posée devant moi et devant les personnes avec qui je travaillais. Ne pourrait-on pas trouver un laser qui imiterait les propriétés des chromosomes? Et un tel laser a été trouvé. Il était utilisé à d'autres fins. Le laser appelé LGN303 est produit à Ryazan, à la NPO au plasma. J'ai écrit à ce sujet. Donc, il était principalement utilisé pour l'holographie technique, et c'est tout. Aucun aspect biologique n'y était utilisé, et on ne pensait même pas qu'on pouvait travailler avec ça. Mais ce laser s'est avéré magique dans le sens où il travaillait avec les polarisations des photons, avec la polarisation, c'est-à-dire avec les états de spin des photons. C'est ce que j'ai vu, parce que dans le laboratoire où je travaillais alors, l'Institut des problèmes de gestion de l'Académie des sciences de Russie, se trouvait ce laser. Et j'ai pensé, pourquoi ne pas l'essayer pour transmettre de l'information génétique? Après tout, il travaille avec les polarisations. Or, une propriété des molécules d'ADN dans les chromosomes, l'une de leurs propriétés fondamentales, est que la molécule d'ADN fait tourner le plan de polarisation de la lumière. C'est-à-dire qu'elle polarise la lumière incidente sur ces mêmes chromosomes ou sur la molécule d'ADN. Elle polarise, c'est-à-dire qu'elle provoque certains réarrangements de spin chez les photons qui sont de la molécule d'ADN. J'ai donc décidé d'essayer ce laser pour transmettre de l'information génétique. Eh bien, une sorte d'inspiration me venait, je ne sais pas d'où, mais elle venait. Et donc, j'ai commencé à travailler avec mon collègue, le physicien Gorgi Ivanovitch Tartichny, avec qui nous avons travaillé pendant 8 ans. Il m'a beaucoup aidé, je lui en suis encore reconnaissant. Voilà, puis on a commencé des expériences simples. Et nous avons commencé par des choses assez dangereuses, car nous n'imaginions pas les possibilités potentielles de cet équipement, d'un tel laser, lorsqu'il fonctionne précisément en mode de transmission d'informations génétiques. Bon, il y a des subtilités, je ne vais pas en parler maintenant, parce que quand on sonde par exemple une molécule d'ADN, il faut un régime de faisceaux contre-propagatifs. On obtient un hologramme avec des faisceaux contre-propagatifs. Puis nous avons écrit un article avec Tartichny qui l'explique, puis d'autres travaux sans Tartichny. Donc, on obtient un hologramme de polarisation, c'est-à-dire on fait un hologramme des états de spin des photons. Autrement dit, on obtient une holographie de spin. Il y a même un domaine en chimie appelé spintronique. L'académicien Bouchachenko travaille dans ce domaine. Et de telles technologies naît précisément de la compréhension du fonctionnement des photons dans ce laser qui sonde. Par exemple, la molécule d'ADN nous ont permis de réaliser quelque chose que nous avons obtenu dès le début. Et c'était surprenant. Lorsque nous lisions l'information, nous avons simplement, pour ainsi dire, sans trop y penser, demandé « Que se passera-t-il si nous faisons ceci ?» Et comment avons-nous procédé? Nous avons pris de l'ADN d'érythrocytes de poussins, c'est-à-dire de l'ADN animal, et l'avons appliqué sur des pommes de terre en germination. De plus, un point très important, je n'en ai pas parlé, je vais le dire maintenant. L'information est transmise non seulement par le faisceau laser lui-même, mais aussi par un rayonnement secondaire, que l'unité d'alimentation émet. Elle émet par elle-même, pour ainsi dire, un bruit de fond, mais en plus, il y a aussi une composante informationnelle, qui est précisément ce dont nous avons besoin. Et donc, quand nous avons placé à côté du laser, hors du faisceau, des pommes de terre, disons, une dizaine de tubercules, et que nous lisions l'information de l'ADN d'érythrocytes et de poussins, et que nous appliquions ce rayonnement secondaire sur les pommes de terre. Elles ont commencé à germer à une vitesse gigantesque, tout simplement colossale, qui dépasse 2000, peut-être même d'1 million de fois la vitesse de germination habituelle des pommes de terre. Si on place une pomme de terre dans un endroit sombre, elle commence à germer, produisant ce qu'on appelle des stolons. Ils poussent, mais chez nous, ils poussaient 1000, voire des centaines de milliers de fois plus vite. Cela nous a déjà surpris.
Et quand nous avons planté ces tubercules de pommes de terre irradiés en terre, comme on le fait habituellement, alors, dès la première génération, sur les tiges qui poussaient de ces tubercules, sont apparues des structures ressemblant à des tomates en fait. C'est-à-dire que sur des pommes de terre, nous avons obtenu des tomates, des structures ressemblant à des tomates. Elles n'étaient pas exactement comme des tomates, mais elles y ressemblaient beaucoup. J'ai contacté l'Institut de la pomme de terre de l'Académie des sciences. On m'a dit un phénomène vraiment inexplicable. Il y a donc deux phénomènes. Le premier, une croissance fulgurante. Le second, des tomates qui ont poussé à partir d'ADN animal. Et enfin, à la troisième génération, lorsque nous avons planté ces choses ressemblant à des tomates, nous avons obtenu quelque chose de très intéressant. Des racines droites comme des bâtons d'environ 1 mètre de long, qui donnent de toutes petites pommes de terre. C'est-à-dire que nous avons en quelque sorte obtenu la protopomme de terre, celle qui avait autrefois précédé, et ainsi de suite. Je rappelle que les tomates et les pommes de terre sont comme des cousins germains. Elles sont apparentées. Donc, avec de l'ADN animal, nous avons activé la mémoire paléogénétique. Et c'est alors que nous avons obtenu ces structures ressemblant à des tomates. C'était très intéressant, inhabituel. Et puis, nous avons reçu un avertissement. Un avertissement qu'il fallait travailler avec ces choses, avec ce type de laser, avec son rayonnement, de manière très, très prudente. Donc, le premier avertissement consistait en ceci. Nous prenions de l'ADN, une préparation pure, isolée d'une plante spécifique bien étudiée du point de vue génétique. Cette préparation d'ADN, bien que pure, est en fait un appareil génétique endommagé. Quand on extrait l'ADN, qu'on le purifie, on endommage en fait l'appareil génétique, car la molécule d'ADN se brise. Si on a brisé l'ADN, cela signifie qu'on a déjà cassé des gènes. Voilà. Et de cet ADN, nous extrayions l'information et la transmettions à ces mêmes plantes qui se trouvaient à une distance de 7 km. C'est-à-dire que l'information se propageait dans toutes les directions, y compris jusqu'à un autre institut situé à 7 km de notre institut. C'est aussi l'Académie des sciences, l'Institut de génétique générale. Et nous avons obtenu un résultat très intéressant. Seule la lignée génétique pure de cette plante, à partir de laquelle l'ADN avait été obtenu, a muté et est morte. C'est-à-dire que nous avons provoqué la mort d'une plante, déclenchée à une distance de 7 km. Pour nous, ce fut un choc. Ce fut un choc. Mais les perspectives sont bien sûr immenses, car au lieu d'utiliser des herbicides, on peut ainsi lutter contre les mauvaises herbes, les parasites agricoles, l'odorifort, toutes sortes de limaces, de bactéries, etc., etc. Donc, nous avons obtenu cela, nous étions très surpris, sur nos gardes. Mais cela ne nous a encore rien appris. Et puis, notre collègue, ce Tartichnik dont je parlais, a pris ses propres chromosomes. Et quand nous avons pris l'ADN de ces chromosomes et commencé à étudier son spectre, alors, le donneur même de cette information, mon collègue Tartichny, est tombé au bout de 5 minutes. Lorsque ce rayonnement a commencé, il est tombé, il s'est senti mal. Et là, j'ai réalisé que nous avions fait quelque chose de très mauvais. Parce que, premièrement, les chromosomes qu'il a fournis étaient déchirés, endommagés. Tout comme lorsque nous l'appliquions aux plantes. Celles-ci ont muté et sont mortes. La même chose est arrivée à mon collègue. Il est tombé, il s'est senti très mal. J'ai alors compris, j'ai éteint le laser. Et pendant 10 jours, l'homme a agonisé, mais il a tout de même survécu, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un appareil génétique endommagé est une source de désinformation génétique. C'était le deuxième avertissement. Nous avons alors compris qu'il fallait travailler très, très prudemment avec les chromosomes humains et les chromosomes en général, parce que c'est très dangereux. Voilà, nous sommes alors passés à des choses positives. Et c'est ce dont je parlais quand nous avons régénéré des pancréas. À Toronto, à une distance de 20 km. Et depuis lors, des choses positives ont commencé à se produire lorsque nous avons commencé à utiliser ce laser, à proprement parler, pour traiter les personnes malades. Nous discuterons dans la prochaine émission des résultats des expériences.
C'est suffisant pour cette fois. Merci, nous nous reparlerons dans une semaine. Entre-temps, la génétique ondulatoire, en plus de son potentiel de guérison, comporte de nombreuses implications pour notre compréhension de nous-mêmes et de l'univers qui nous entoure. Nous aborderons certains de ces aspects dans la prochaine émission, où nous poursuivrons notre conversation avec M. Piotr Garyayev. Bonne nuit.